Bon, je crois que nous avons avancé un peu. Il me semble que ce qui est important, c'est de voir combien vous avez peur de lui et combien tu as peur, toi, de ta mère. Le docteur dit que tu deviens braque quand tu la vois ou comme ça, par peur, probablement. Et pendant que nous y sommes, nous pouvons peut-être vous aider, ta mère et toi. Et elle se met dans tous ces états. C'est peut-être parce qu'elle ne sait pas quoi faire de toi ou pour l'effet que tu lui fais. Mais les enfants, il faut leur transmettre de la sûreté, les appuyer, les défendre. Ben oui, quand on peut. Quand on peut, non. Si, quand on peut. Ouais, quand on peut. Et quand on ne peut pas, faut essayer, analyser, mais ne fais pas de thérapie. Et comment donc? Elle est en train de suivre une thérapie en ce moment. Ah, si c'est comme ça. En ce moment, nous sommes tous en train de faire de la thérapie. Tous, moi aussi, je suis en train de faire d'une thérapie, moi aussi, parce que j'apprends de vous tous. Bon, il me semble qu'il y a ici une problématique sans doute pareille qui a peut-être à voir avec ce que nous sommes en train de dire. Ta mère a peur de toi, elle a peur de ta violence. Mais elle m'embête jusqu'à ce que j'éclate. Ta mère a peur de ta violence et je crois que toi aussi, et lui aussi, et toi aussi. Tu as dit que tu pouvais devenir très violent et que tu pouvais arracher la tête à quelqu'un. Bon, pas arracher la tête. Bon, façon de parler, mais de toute façon, c'est violent. Mais ça ne justifie pas que ma mère me dise tous les matins, tu es malade. Vous avez dit que j'arracherais la tête à quelqu'un. Non, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Bon, d'accord, je vais à ce que vous avez dit. Ce que je ferai le matin, c'est-à-dire si j'ai quelqu'un qui 7 jours comptés à la semaine me dit tu es malade, c'est-à-dire si tout d'un coup je suis pas si malade, peut-être tout soudain que je suis pas si malade, on me croira peut-être pas, peut-être qu'on me croirait pas, peut-être que d'un coup je lui montrerai à quel point je peux devenir malade, peut-être j'essaierai de lui montrer ce que je peux être beaucoup plus malade, alors je le battrai. Je suis là, maman de Gustave, je veux demander quelque chose, je suis là. Maman de Gustave, il a été hospitalisé l'année dernière, il est revenu cette année, mais par ses propres moyens. Vous voulez dire par ses propres désirs? Oui, désirs. Parce qu'il est venu ici. Oui, l'année dernière. Donc, il en a gardé un bon souvenir. Je ne sais pas. La première fois, si ça se trouve, il a fallu l'amener un peu de force et ensuite, non. C'est ça. C'est ce que j'explique à ta mère pour qu'elle comprenne que le fait que tu aies voulu venir ici, c'est positif pour toi, pour elle, pour tout le monde. Ah oui, oui. Moi, sincèrement, il y a des moments où je sens que c'est lui qui perd le contrôle. Moi, qu'est-ce que je fais? S'il perd le contrôle, que faites-vous? Gustave, pourquoi sa mère dit-elle ces choses? Parce qu'elle pense qu'il y a des aspects de toi qu'elle ne connaît pas suffisamment. C'est vrai, il y a des choses encore qu'elle n'est jamais arrivée à savoir. Elle ne te connaît pas encore. Non, je crois que non. Alors justement, je crois qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles elle ne me connaît pas. C'est pour ça qu'elle ne me connaît pas. C'est pour ça qu'elle n'a jamais pu, jamais su m'appuyer. Bon, mais peut-être, c'est pour ça que, si ça se trouve, nous pouvons lui enseigner à elle un petit quelque chose et toi te la faire mieux connaître. Pourquoi disais-tu que tu es venu ici? Parce que c'était le seul endroit où y demeurer. Pour y vivre. Bon, je vais l'expliquer. Moi, après la première sortie que j'ai eue, bon, un peu ma famille n'a rien voulu savoir. Moi, je n'étais pas complètement bien quand je suis sortie. J'avais encore, mais je me sentais mal, bien mal. Et la situation, c'est que là où nous vivions, la maison, maman devait s'en aller, tout ça. Moi, j'avais déjà trouvé du travail, de sorte que j'aurais pu m'en aller vivre avec elle, mais elle n'a pas voulu. Alors, elle nous a laissés, mon frère et moi, là où nous vivions. Elle s'en est allée. Elle a vendu tous les meubles. Et elle nous a laissés comme ça à la dérive, et j'admets que j'ai eu des éclats de violence. Mais ce que je ne peux pas encore accepter, disons, ce qu'il m'en coûte d'accepter plutôt, c'est qu'elle m'ait abandonnée comme ça. Elle, ma tante, elle a emporté ce que m'avait laissé ma petite amie, mon ex-amie plutôt, une fille avec qui j'étais sortie pendant 2 ans, et l'abandon était total. Bon, ben pour moi, ça a été terrible, ça. Pour moi, ça a été choquant.
être sorti de l'hôpital et me retrouver tout seul. Et il me disait, paye-toi une chambre, commence à vivre seul. Mais je n'étais pas préparée pour ça. Je n'étais pas préparée, je ne me sentais pas encore préparée, j'avais des peurs. Et bon, moi, à ce moment-là, j'ai commencé à lui en vouloir. J'avais de la rancune, beaucoup de rage, n'est-ce pas? On l'a vu à la dernière réunion. Beaucoup de rage. Mais bon, maintenant tu pourrais penser que quand tes parents, si bien ta mère que ton père, n'ont pas pu t'appuyer, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas eux-mêmes en condition de pouvoir le faire. Ah ça oui, ils n'étaient pas en condition. Son père à lui, nous sommes séparés nous autres. Lui, il a vécu un temps avec son père. Son père a une femme, il ne la supportait pas, il est parti de chez son père. C'est pour ça qu'il est venu ici. Nous habitions dans une pension. Lui, je l'ai amené avec moi à la pension. Il y a vécu avec moi un temps. Elle travaille. Bon, moi, je lui ai dit, viens vivre là. Toi, tu as dit, ça va, maman. À un moment, moi, je ne t'ai pas interrompu. À un moment, il s'est fâché. Je ne me souviens plus pourquoi. Il a dit, je ne te casse pas la figure parce que je suis ici. À la pension, quoi. À votre avis, je n'ai pas... Je veux dire, je ne peux pas avoir peur. Et il m'a battu. Je vais te casser la figure, ou quoi que ce soit, c'est très mal. Mais... Et bien sûr que j'ai peur. Bien sûr que vous avez peur. C'est logique. Comment ne pas avoir peur? La violence fait toujours peur quand on l'écoute. Non... C'est compréhensible. S'il me dit à moi-même, je vais te casser la figure, moi aussi ça va me faire peur. Mais quand on écoute ce qu'il dit, la rage qu'il ressent est compréhensible, n'est-ce pas? Et alors? C'est elle qui ne comprend pas, elle ne veut pas encore l'accepter. Ça, elle ne veut pas encore l'accepter. Bon, eh bien, dis-lui, écoute, maman, je lui ai déjà dit, quand je suis en rage, je déborde et je dis des choses qui ne sont pas bien. Je m'en rends compte, mais avec la rage que j'ai, jusqu'à ce que je me calme, je ne vais rien faire pour dire pouvoir d'autre. D'autre part, je crois que cette fureur va se calmer quand je commence à un peu retrouver mon chemin dans cette vie. Parce que si j'ai une bonne amie qui me lâche ou qui m'abandonne, et toi tu me dis, est-ce que je sais que je dois me débrouiller seule, et tout ça me cumule, j'ai envie de flanquer le feu partout à tout ce que je rencontre, et... Et je veux dire deux choses de mots, pas plus. Je suis père de 2 enfants, le patient César et Gabriela. Je vais donner la parole à Gabriela parce qu'elle a eu l'occasion de venir, elle a fait un effort, elle a demandé la permission à son travail, bon, elle est venue. Et je crois que je suis au milieu de tout ce que j'ai entendu ici parce que la relation entre César et moi, qui le dise lui, la communication n'a jamais été bonne. Ça a toujours été au milieu des disputes, des agressions. Et je pense, quand on y regarde au plus près, si ça se trouve, je me trompe, si ça se trouve, des fois, il crée des faits exprès pour provoquer une confrontation avec moi. Quand ça arrive, ça me rend fou, nous finissons mal. Si ça se trouve, je me trompe. Eux, moi, ils me reprochent un tas de choses. En tant que père, pas seulement César, Gabriela aussi, ils me reprochent un tas de choses. Bon, je leur passe le micro pour qu'ils disent, eux, parce que je crois en définitive que c'est d'eux qui doivent parler. Je peux intercaler quelque chose avant, mais bien sûr, je ne vous connais pas, ni lui, ni personne, mais si je prends tout ce que vous avez dit, je peux me tromper, bien sûr, je le fais avec les meilleures intentions pour pouvoir introduire quelque chose de positif. Je peux parfaitement me tromper, excusez-moi. C'est-à-dire, je mets à sa place à lui, que je ne connais pas, et je vous dirai, écoute papa, si tu sens que j'essaie de produire une dispute avec toi, c'est vrai, mais tu sais pourquoi ? Parce que c'est la seule façon de t'avoir un peu avec moi, que tu t'occupes de moi. C'est en provoquant une dispute. Je peux me tromper. Des fois, je dis des choses un peu bizarres. Vous pourrez dire que je suis fou. Bon, mais ça ne fait rien. À vous.
Bon, je crois que ce qu'il dit des disputes et tout ça, ça partait d'un moment où je me trouvais très mal, et que les bagarres et tout ce que je causais avec les cris et les disputes que je lui causais à lui, c'était avec une double intention, pas... Ce que je faisais, c'était pour qu'il me rejette ou se rende compte de quelque chose et agisse, n'est-ce pas? Bon, c'est la seconde fois que je viens à la Réunion, je travaille à ces heures-ci et bon, je ne peux pas venir parce que, bon, avec la situation actuelle, on ne peut pas jouer avec son travail. Et bon, je suis venue parce que mon frère a commencé à travailler aujourd'hui. Et bon, devant tout le monde, je veux lui dire que je suis orgueilleuse de lui et que, bon, je ne lui démontre pas, mais réellement, je l'aime beaucoup. Je peux placer un mot? Vous deux, ça vous ennuierait beaucoup de partager cette embrassade avec papa? Ça va mieux maintenant, pas? Il me semble que quand vous pouvez vous embrasser, je ne sais pas si vous êtes en condition de vous embrasser maintenant ou s'il faut attendre, est-ce que je sais, une semaine, 10 jours, un mois, hein? Pourriez pas vous embrasser vous autres et arrêter d'enquiquiner? Allez, vas-y, embrasse ta mère. Allez, allez, va embrasser ta mère. Allez, allez, va embrasser ta mère. Allez, allez, va. Allez, embrasse ta mère. Pardon? César avec son père ou sa mère, je ne le connaissais pas, mais s'embrasser comme ça, avec tant d'affection, comme ça, dans la relation avec son père ou sa mère, je n'ai jamais vu ça et ça m'a attiré l'attention que vous ayez eu un semblable moment d'émotion. Je crois que c'est peu ce que je peux faire parce que je pense que dans son cas à lui, que lui aussi, il en fait peu. C'est peut-être peu ce que vous pouvez faire toute seule, mais ici nous sommes nombreux ceux qui peuvent l'aider. Parce que tu parles de peur et je te dis que j'ai eu peur plusieurs mois après. Moi, l'autre jour, quand Salvador était à la maison, il a passé très bien son samedi. Le dimanche, déjà, ça allait mal. Et à minuit et quart, il entre dans ma chambre et il me dit... Maman, je veux te dire quelque chose. Et ce qu'il me raconte me fait une telle horreur que je suis restée jusqu'à 4 heures du matin. Tu sais ce que j'ai fait? Moi, avant, je priais. Je ne vais pas à la messe ni rien de tout ça, mais je m'accroche à la Sainte Vierge. Ça me donne une force énorme. Bon, j'ai pris un demi Lexotanil et j'ai fait un peu de yoga parce que je me suis dit, quelle horreur! Une histoire au sujet de papa, épouvantable, et de maman, tout ça sexuel. J'en suis restée toute chose. Ce n'est pas que... Alors je me dis, minuit et quart, à n'importe quel moment, il va revenir. Je lui dis à Salvador, s'il te plaît, va te coucher, va dormir, va te coucher, va dormir. Bon. Couche-toi, va te coucher. Je n'ai pas compris. Il est entré dans ma chambre à minuit et quart, très accéléré. Papa n'avait pas encore eu son attaque au cœur, il avait été chez mes parents. Lui, papa ne peut pas le sentir. Il le met en boîte, et alors une histoire on ne peut plus drôle, que maman avait eu 6 enfants par l'opération du Saint-Esprit, que papa était homosexuel et qu'il se masturbait. Bon, je ne peux pas répéter. Je ne veux pas le répéter. Alors, Salvador, écoute-moi. Et alors, il s'est mis à parler. Alors, je lui ai dit, Salvador, va voir un docteur. Moi, c'est pas que je fasse la moraliste, parce que j'ai toujours parlé avec mes enfants, mais il y a des choses que... non.
Je lui ai dit, Salvatore, c'est pas comme ça, et puis maman est une personne de 77 ans. Mémé est en bonne santé. Je le sais, alors comme ça, minuit et quart, il est entré dans ma chambre, et alors là, j'ai eu peur. Et ce délire persécutif, sikh, s'est coupé d'un jour à l'autre. Maman a dû parler à ses frères et leur a fait comprendre. Ils sont bien le genre à faire ça, mais donc ils sont un peu malades, sont plutôt homosexuels, on leur a tiré dessus, ils ont été séquestrés. Moi j'ai agi, ma mère ne veut pas le reconnaître, c'est la base des problèmes avec ma mère. Sachant qu'il y a 2 ans et demi, ils ont cessé de m'embêter, je me suis hospitalisée à l'Alvéar ici pour un délire persécutif. Un délire persécutif se coupe d'un jour à l'autre, même si j'ai dû appeler ma mère pour qu'ils arrêtent de m'embêter, et ils ont arrêté de m'embêter de sorte que je suis bien plus tranquille, bien mieux. Avant, j'étais accélérée, et j'ai l'impression que tout ça... Toi, comment tu t'appelles? Salvador. Salvador. Tout ce que dit Salvador, c'est très complexe, que nous aurions besoin, nous allons avoir besoin d'un temps plus spécial pour pouvoir bien comprendre. Laisse-moi parler un peu. Mais il me semble que comme dans tout délire, il y a toujours une part de vérité. Les délires, pour fantaisistes qu'ils soient, se construisent avec une part de vérité. Il y a toujours une part de vérité. Les délires, pour fantaisistes qu'ils soient, se construisent avec une part de vérité. Et pourquoi vous traitez de délire ce que je viens de vous raconter? Non, je ne traite pas de délire ce que tu racontes. Je dis qu'on t'a dit que c'était du délire. Vous me donnez raison. Oui, mais écoute-moi un peu ce que je te dis. Je dis qu'ils ont au moins une part de vérité. Alors, une part pour toi et une part pour ceux qui disent que c'est du délire. Laisse-moi continuer un peu. Je ne veux pas dire que ce que tu racontes est entièrement vrai, parce que je ne sais pas. C'est la première fois que je t'écoute. Alors, donne-moi un peu l'occasion de te dire, bon, quand il y a une part de vérité, et nous allons devoir reconnaître cette part de vérité, pour que tu puisses, si ça se trouve, découvrir la part de fantaisie que tu ajoutes à la part de vérité. Il y a quelque chose qui a rapport à la sexualité de ton grand-père. Attends un petit peu. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et je ne veux pas me mêler de ça pour l'instant parce que c'est très compliqué. Mais, je crois que ça a du rapport, et c'est très construit par toi, avec les fantaisies que fabriquent tous les enfants sur la sexualité des adultes. Mais depuis la mentalité d'un enfant. La fantaisie des enfants sur les adultes. Mais vu depuis la mentalité d'un enfant, c'est ça qui parfois effraie beaucoup les parents. C'est une des parts qui font que les enfants, parfois, effraient énormément leurs parents. Alors nous devons aider à préparer les parents pour qu'ils aient moins peur de la sexualité des enfants, parce que sans ça, nous nous trouvons face à ce qu'elle disait, elle, comment tu t'appelles déjà? Ah, Gabriela. Ce que tu disais m'a fait penser que, regrettablement, les bons aspects de vous deux n'ont pas pu suffisamment être appuyés ou acceptés. Et alors, c'est là, quand apparaissent les aspects de ressentiment, douleur, souffrance, se sentir déplacé, incompris, eh oui. Mais nous pouvons commencer parce que, quand vous vous êtes embrassés là, moi ça m'a paru authentique. Et à partir de là, nous allons pouvoir construire ce que, si ça se trouve, n'a pas pu être construit à une autre époque. Et ça ressemble à d'autres situations aussi. Donc, à partir de ce moment, toi aussi, tu vas pouvoir construire avec ta mère beaucoup de choses que tu n'as pas pu construire avant. Oui, mais tout ça ne veut pas le voir parce que ce sont ses frères et ça la fait souffrir. L'expression qu'elle a sur la figure, ça me donne l'impression qu'elle en voit plus que tu ne le crois. Il y a un complément ici, je ne veux pas dire son nom, qui ne veut pas collaborer. Regarde un peu ta maman. Je voulais demander, docteur, si on est fou ou si on devient fou? Tu parles d'une question, tu étais fou quand tu es né? Moi non, mais on m'a rendu.
Tu as déjà vu un bébé fou? Et pourquoi est-ce que je suis tout seul ici? Moi, non. Alors il n'y a pas de bébé fou, on ne le naisse pas. Bon, on ne le naisse pas, on ne le naît pas, non. Mais nous naissons tous. Ah, avec le lait, quand on prend le biberon, on te rend fou. Ah, quand on prend le biberon, on te rend fou. Moi, on m'a rendu fou, mais on m'a rendu fou. Ici, m'ont rendu fou. Pourquoi est-ce que je suis ici à l'asile? Et qui m'a rendu fou? Les gens m'ont rendu fou, les gens. Cette question, je crois que nous sommes en train d'y répondre avec tout ce que nous disons ici. Vous ne croyez pas? Ouais. C'est-à-dire, au lieu que quelqu'un croit qu'il peut dire non, parce que la maladie mentale vient de là, et l'hérédité et tout ça, nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train d'apprendre tous ensemble de quoi il retourne. Partager un peu la folie. Exact. Très bien, très bien. Laquelle alors cesse d'être de la folie. Très bien, c'est correct. La mère de ce patient va parler. Quand il est venu ici, il se sentait très mal. Ici, il est normal. Quand il vient à la maison, il est complètement normal. Le seul mal qu'il a, il a mal parce qu'il s'est séparé de sa femme, il a les enfants à l'école, il a une fillette qui n'était pas lui non plus et qui a 15 ans. Il a des problèmes, il vit avec moi. Bon. Et il sort d'ici complètement normal. À tel point qu'il a travaillé comme chauffeur de taxi. Mais après, à cause des problèmes ou parce qu'il ne prend pas ses médicaments qu'il doit prendre, sa tête commence à travailler. Il perd pied, il revient ici comme il est maintenant, braque. Parlant quand il me l'a parlé maintenant, mais quand il commence à prendre ses médicaments, il commence normal. Il est normal, complètement, parlant non comme il parle maintenant, mais complètement normal. Et normal, ce qu'il y a, c'est qu'il lâche un médicament. Alors maintenant, le taxi ne va plus faire le chauffeur. Il va prendre ses médicaments, il va rester ici tout le temps qu'il faudra, jusqu'à ce qu'il sorte complètement bien. Parce qu'il a cette chance qu'il peut sortir. Et ça, c'est parce que je le dis, parce que je suis celle qui vit avec lui. Je suis celle qui l'a chez elle. Et quand il revient comme ça, c'est moi qui, il faut que je sorte travailler, j'accompagne une dame, alors c'est à moi de lutter avec lui. C'est pour ça que je l'amène ici, parce que je sais qu'ici, il redevient bien. Il redevient bien, mais il ne va pas sortir tout de suite, sinon jusqu'à ce qu'il soit bien. Et ces médicaments, il va les prendre quand je suis à la maison, parce que c'est moi qui vais commander. Bon, eh bien moi je vais parler. J'ai jamais eu ni un oui ni un non avec mon fils. Depuis qu'il est tombé malade, je suis venue ici, il était tranquille, il n'a jamais été... Bon, ça m'est arrivé, il ne m'a jamais dit de gros mots comment il m'en a dit l'autre fois qu'il m'a dit des horreurs, mais il ne m'a jamais rien fait, ni fait mal, ni rien. Et il me tient bien compagnie. Quand il est là-bas, il me tient bien compagnie. Il est bien tranquille. Je suis très tranquille avec lui à la maison. Mais cette semaine, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. J'étais déjeuner, je lui donne à manger dans la petite salle à manger. C'est ça la rancune qu'il a, qu'il fait qu'il tombe malade et je l'emmène ici. C'est de ça qu'il m'en veut, qu'il tombe malade et je dois l'amener. Docteur, il n'y a rien, il n'a pas été agressif avec moi, mais cette fois, j'ai eu peur de lui. Mais il n'a jamais eu des privautés avec moi, il n'a jamais été un mauvais fils. Il a toujours été un fils bon et affectueux. Mais une fois, tu m'as dit que j'étais un enfant de salaud. Bon, bien sûr, parce que tu m'en as tant dit. Je me suis tirée sur le lit, jetée sur le lit en pleurant. Il me disait putain. Et je lui ai dit que je me sentais pas aimée. Bon, ben voilà, docteur. Il se sentait très mal ce jour-là. Et il m'a dit un tas de choses que je n'attendais pas de lui, qui m'ont fait bien du mal. Mais en fin de compte, l'autre jour, je suis venue le chercher, et parce que c'est mon fils et je l'aime bien. Je suis venue le chercher, je l'ai emmené de nouveau à la maison, et après, lui tout seul, il est revenu, lui tout seul, il est revenu ici. C'est ça, si je suis revenu tout seul, c'est parce que tu m'avais fichu dehors. Ce jour-là, non, je t'ai pas fichu dehors. Ce jour-là, tu m'as dit, tu t'en vas d'ici. Moi, je t'ai dit, j'ai un permis de 3 jours, je suis bien conduit pendant une semaine à l'hôpital. Écoute, ce jour-là, quand tu m'as dit tant de choses, que tu m'as dit putain, au lit, et tant de famille, je n'entendais pas toi, je t'ai dit, Angel Louise, va-t'en à l'hôpital parce que je ne veux pas de toi. Va-t'en, pour l'amour de Dieu. Et il m'a dit, je m'en vais pas parce que ici, je suis chez moi. Et il est resté. Mais quand ça lui a paru bien, il s'en est allé. Et moi, je suis tranquille, je suis restée bien tranquille. T'as dit la police pour qu'elle m'enferme? Non, j'ai parlé de la police pour lui faire peur parce que vous ne savez pas. Je veux dire, je ne sais pas ce que je vais faire de cet enfant. Je voulais inclure ce sujet parce que je pense que même dans les moments les plus violents, si on peut les inclure ensuite, ils deviennent positifs. Ils sont importants parce qu'ils apportent toujours une vérité qu'il faut savoir écouter.
Il y a une vérité que parfois on ne peut pas écouter parce qu'on ne la tolère pas. On ne tolère pas l'émotion qu'elle cause, mais regrettablement, nous sommes ici pour tolérer un peu plus que ce que nous tolérons habituellement. Sans ça, nous ne pourrions rien apprendre. Ben oui, mais c'est vous qui a causé toute la matinée. Si nous avons plusieurs heures devant nous, je crois que nous le pourrions. Si nous fermions les portes et restions tous ici peu à peu, je crois que Ángel Luis se calmerait. Je crois. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Alors, ce que nous allons faire, s'il le veut, c'est qu'il sorte et ensuite qu'il revienne s'il le veut. Bon, tu voulais dire quelque chose, toi? Une chose très importante, qu'avant il y a 1h30, il m'a dit qu'il voulait sortir de l'hôpital parce qu'il était bien, il se sentait bien, maintenant il est nerveux, je ne sais pas ce qu'il a. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Maintenant, ceci aussi est important. Qui est-ce qui dit? Qui est autorisé à dire qui se trouve bien et qui va mal? Comment faire pour savoir qui va bien et qui va mal? Évidemment, le premier qui doit dire qu'il va bien, c'est soi-même, n'est-ce pas? Mais moi, je peux dire que je me sens très bien, en pleine forme, si, ça, l'autre, et vient un kidam qui dit non. Il a l'air bien, mais il ne semble pas se sentir bien, il y a quelque chose. Ça veut dire alors que se sentir bien ou ne pas se sentir bien doit être entendu de commun accord. Je dois dire que je me sens bien, mais les autres aussi doivent le penser. Les familles. Les membres de la famille prennent peur, parfois, se sentent accablés, se sentent surchargés par des problèmes de tout genre. Alors il s'établit une situation d'intolérance quand on ne peut pas vivre en famille. Et c'est pour ça que des fois, les gens ont besoin de venir à un hôpital. Il y a quelque chose, je voudrais qu'ici, que les gens de ma famille viennent ici, parce que ma famille ne vient jamais. Je les invite tous les lundis que le bon Dieu fait, mais maintenant ils ne peuvent pas venir. Je voudrais qu'ils viennent pour qu'ils me connaissent, pour qu'ils connaissent mes problèmes. Je crois que non seulement vous avez raison, mais encore vous demandez quelque chose de très juste. Et c'est pour ça que nous faisons ces réunions. Ce que je vous suggère, c'est que si votre famille ne vient pas, ou jusqu'à ce qu'elle vienne, que vous essayiez de trouver une famille remplaçante en nous autres. Et que vous vous prépariez pour mieux vous entendre avec votre vraie famille, dans la mesure où vous vous entendrez mieux avec nous autres. C'est une façon, un moyen de pouvoir se préparer. J'ai pas de communication avec ma famille, j'ai des problèmes, je discute avec mon père, avec ma mère pour des choses qui vont mal dans notre commerce, pour des choses que je rate des fois pour un tarif, est-ce que je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas venir. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas venir. Il y a beaucoup de motifs pour ne pas venir à un hôpital psychiatrique. Des fois, on a peur de ce genre d'hôpital. Écoutez-moi une minute. Ils ont peur du nom de l'hôpital ou parce que c'est un hôpital psychiatrique? Il y a beaucoup de choses au nom de l'hôpital ou parce que c'est un hôpital psychiatrique ou aux gens que l'on imagine qui se trouvent ici. Et d'autre part, la famille attend aussi que, disons, dans l'idée que leur familier va se remettre pour pouvoir causer. Et en réalité, on a besoin de pouvoir causer pour mieux aller, de sorte qu'un cercle vicieux se crée, qui rend tout plus difficile, de sorte que des fois, on préfère attendre. Avec Ángel Luis, par exemple, il faut attendre avant de lui parler, mais il a besoin de parler pour pouvoir commencer à se remettre, et c'est très difficile de composer entre les deux situations.
Il me semble que nous essayons de trouver la façon de nous aider un peu plus pour tenter de voir comment manœuvrer des moments de forte violence, surtout dans la famille. Comment manier les moments de violence dans une famille. Bon, dans mon cas, il y a une situation assez semblable avec ces disputes dans la famille. Moi, cette fin de semaine, je me suis disputée très fort avec mes parents et j'ai un peu pris la décision de revenir ici parce que je ne me sentais pas bien à la maison. Je crois que le docteur a raison. Ça a à voir avec le besoin qu'on a de se communiquer avec la famille directement ou avec quelqu'un d'autre. Chez moi, on est très déconnecté en ce moment. Je ne sais pas si j'en suis coupable. Si oui, ça se trouve, mais si nous n'y mettons pas du nôtre, chacun d'entre nous, est-ce que je sais, l'intention de nous améliorer, je crois que nous n'y arriverons pas énormément. Par exemple, aujourd'hui, ma famille n'est pas là. Je les attendais et maintenant, je ne sais que penser que, bon, ils ont accepté ma décision de m'en aller de chez nous, brusquement, comme ça. Je crois que tout vient de ce que je me sens seule. Et eux aussi, ils se sentent seuls. Et ce besoin d'être avec quelqu'un, nous la cherchons et nous essayons de la remplacer par l'agressivité et toutes sortes de mauvais traitements et de disputes et de tendresse parfois. Je crois que ce n'est pas seulement un problème de manque de tolérance. C'est un problème de besoin. Autrement dit, des fois, une mère peut souhaiter que son fils soit de telle ou telle façon. Mais c'est un besoin à elle. Quand le fils est différent de ce qu'elle attendait, elle ne tolère pas que ses souhaits ne s'accomplissent pas ou ne satisfont pas le besoin qu'elle a d'avoir un fils qui soit excellent ou très intelligent, etc. Quelqu'un qui marche très bien lui donne des satisfactions. Et bien souvent, ça n'arrive pas. D'autre part, ne pas être soi juste, comme tes parents l'espéraient, cela très souvent fait naître des sentiments de culpabilité. Tu sens que tu es un mauvais fils, et sentir qu'on est un mauvais fils te fait sentir très mal. Je crois que tout ce que vous venez de dire, vous avez en grande partie raison. Moi, des fois, je pense que la famille veut que on soit comme elle veut, c'est-à-dire pas réellement ce qu'on est. C'est-à-dire la famille veut construire quelque chose qui soit en accord avec ses goûts. Je ne sais pas comment le dire. D'accord avec ce qu'elle veut. Et comme quand elle veut, il se forme une crevasse, il se crée un manque de communication, il se crée un tas de choses. Moi, c'est ce qui m'arrive avec ma tante. Je lui suis très reconnaissante, elle se préoccupe pour moi. Mais des fois, je lui demande de rester causer, pas seulement qu'elle m'apporte des cigarettes. Je lui ai demandé plusieurs fois que tu restes causer, que tu me tiennes compagnie. Moi, j'ai besoin qu'elle reste à causer, à bavarder, me tenir compagnie. Mais il y a autre chose aussi, c'est peut-être que toi-même, tu ne sois pas si sûr de ce que tu veux être ou de ce que tu peux être. Parce que si tu te sentais sûr de toi-même, ta tante serait la première à se tranquilliser, même si tu n'es pas exactement comme elle voulait que tu sois. Elle verrait en toi une sûreté, ça la tranquilliserait. Je crois que quand tu as très bien expliqué, parce que je crois que c'est très relié avec ce que nous étions en train de dire. Je crois que ce dont ta tante a besoin, c'est de voir que tu te sens bien, de voir sûr de toi-même dans la vie. Et toi, tu as plutôt besoin qu'elle vienne causer, même pour savoir un peu ce qu'elle pense et quels conseils elle peut te donner, ou comment elle peut t'aider dans la vie. Autrement dit, tu ne te sens pas encore très sûr de toi. Alors, ce manque de sûreté en toi, cela aussi fait naître de l'angoisse. Moi, le manque de sûreté, c'est né à partir des hospitalisations.
C'est-à-dire qu'à partir des hospitalisations, j'ai commencé à sentir le manque de sûreté, de la crainte. Avant, bon, moi j'avais de sérieuses craintes comme tout le monde en a, mais le manque de sûreté, ça a commencé à partir des hospitalisations. L'hospitalisation peut faire naître un manque de sûreté parce que tu te dis, mais alors, je suis donc malade. Mais une hospitalisation peut aussi devenir le point de départ pour faire naître de la sûreté. Je ne sais pas si je m'explique. Autrement dit, parce que c'est le moment ou un moment de la vie où l'on peut réviser un tas de choses de sa vie passée. Des choses qui, d'une façon ou une autre, t'ont conduit à devoir t'hospitaliser. Et à partir de l'hospitalisation, tu peux acquérir plus de sûreté en toi-même que tu n'en avais avant. Suis-je clair? Parce que des fois, la sûreté que tu avais avant n'était pas entièrement sûre. Tu croyais que tout allait bien, mais soudain, tu fais une crise parce que tu te retrouves dans une situation que tu ne sais pas comment manœuvrer. Alors, à partir de ce moment-là, si tu peux réellement penser plus à fond à une quantité de situations différentes, à partir de ce moment-là, tu commenceras à mieux aller parce que tu te trouveras en meilleures conditions pour faire face à la vie. Il ne s'agit pas de sortir d'ici en se sentant bien comme tout est bien gentil avec un peu de médicaments, parce que ce problème, c'est justement ce dont parlait la mère d'Angel Luis l'autre fois, quand elle a déclaré qu'il allait rester ici jusqu'à ce qu'elle dise le contraire, et avec les médicaments qu'il doit prendre, et elle les lui fera prendre tambour battant, etc., etc. J'ai jamais dit ça. Oh que si. Et vous le disiez parce que vous êtes persuadé que c'est comme ça que l'on résout les problèmes des gens, mais ce n'est pas comme ça. Bon, Fabien, moi je l'écoute un peu, je me sens un peu déconcerté. Et Fabien lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Il ne le sait pas. Lui, aujourd'hui, il veut une chose, demain il en veut une autre, et après-demain une autre encore. Et je pense que ni moi, ni lui, sommes en condition de décider ce qui lui convient. Lui, ce manque de sûreté, il la transmet. Il la transmet parce que on a un projet et ensuite voilà qu'il en a un autre. Alors ce n'est pas son manque de sûreté à lui. C'est le manque de sûreté de tout le monde, d'un côté. Quant à ce qu'il dit, qu'on ne l'accompagne pas, parce qu'en définitive, c'est ce qu'il vient de dire, qu'on ne l'accompagne pas, etc., il voudrait qu'on vienne tout le temps. Il sait que nous autres, moi surtout, nous avons des obligations. Je travaille dans ce que je peux, mais enfin je travaille. À part ça, j'ai mon temps occupé avec ses enfants à lui. Parce que quand sa femme ne peut pas, je vais les chercher à l'école, et s'il faut leur donner un vaccin, j'y vais. Donc ça veut dire que même si je ne consacre pas mon temps personnellement à lui d'une façon ou d'une autre, si je le fais. Je crois que tout ceci est très intéressant, et pourquoi? D'après ce que j'ai compris, Fabien a mentionné qu'il se sent très seul au monde, et spécialement quand il est ici. Et quand vous venez, il sent que ce dont il a besoin, ce serait de pouvoir parler, d'être simplement avec vous. Simplement, ce à quoi il se réfère, c'est à quelque chose d'émotionnel, d'affectif, de son monde intérieur qui a à voir avec sa famille. Ce dont nous parlions ici il y a un moment. Vous, ce que vous ne vous expliquez pas, c'est que vous êtes bonne avec lui, vous vous occupez de ses enfants, vous faites un tas de choses, et vous avez l'impression que ça, il ne le reconnaît pas. Ce n'est pas qu'il ne reconnaît pas, c'est qu'il ne le voit pas. Bon. Et pourtant, il vient de le reconnaître. Et curieusement, vous êtes, en ce moment, vous êtes tous deux en train de parler par mon entremise.
Comme si vous avez besoin de donner des explications à un tiers. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a grand besoin de compter sur un tiers. Il y a toujours des fils et des mères seuls, sans la présence d'un père. Ici présent, il y a très peu de pères. Vous devez être le seul au milieu de toute cette communauté. Autrement dit, il manque quelque chose de base dans toute cette situation. Il manque le père. Quand j'ai eu mon occasion de faire un cours, moi, principal la première fois, je l'ai pris un peu comme pour sortir d'ici, comme pour dire je ne fais pas un traitement, mais à mesure que j'ai commencé à comprendre les moteurs des glacières, en voyant les motocompresseurs et tous les circuits qu'elles ont, alors je me suis mis à penser de plus en plus, et c'est comme ça que je me suis souvenu comment très avant, pendant ma première hospitalisation, comment j'allais, que soudain j'allais très bien mentalement, mais du point de vue personnel, soudain par moments c'était comme très décadent. J'avais mes moments de décadence. Vous voulez dire de dépression, comme de tristesse ou d'amertume? Non, pas que je déprime, non. Et plutôt comme le manque d'une personnalité. C'est comme s'il me manquait un stimulant, quelque chose qui me dirait... Juan m'a dit que si je m'y mets et continue de travailler comme ça, je devenais son associé. Je suis arrivée à être son associé à l'atelier, mais que se passe-t-il? Pendant un temps long, j'ai su comment supporter toutes les pressions, mais ensuite tout m'a échappé des mains. Et d'une certaine façon, je me suis considérée coupable et j'ai cru que ce que j'apprenais ne servait pas parce que je ne servais pas moi. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé avec un bagage de choses que tu savais, que tu avais fait et que tu savais faire. Mais à un moment donné, tu as douté de ce que tu avais et tu l'as retrouvé et ça t'a servi. Et ceci est fondamental en général. Quand, par exemple, je disais à Fabienne, quand je lui parlais de son insécurité, c'est probablement pas parce qu'il ne s'est pas encore retrouvé ni reconnu les capacités qu'il a, parce qu'il a des doutes. Il est bourré de doutes. Mais être bourré de doutes, des fois, c'est très important et très bon. Ce n'est pas mauvais du tout d'avoir des doutes. Si l'on peut penser, on peut se mettre à résoudre des problèmes qu'avant on croyait résolus et ils ne le sont pas. Parce que par le travers des doutes, on peut avoir à penser des choses auxquelles on n'avait jamais pensé avant et c'est très positif. Ça m'a sauté aux yeux, n'est-ce pas, quand j'étais en train de parler de ça et une idée de pourquoi c'est arrivé. Évidemment, pour ce qui s'est passé, n'est-ce pas, que j'ai cherché du travail. Et disons, dans un atelier, comme pour pouvoir m'arranger, pour pouvoir me tirer d'ici, pas, sinon comme pour pouvoir sortir, tu vois, m'en aller, qu'on me donne la sortie définitive, est-ce que je sais. Et quand je suis entrée au travail le premier jour, la première chose que j'ai trouvée, c'est que le travail me plaisait vraiment. Et il m'est arrivé à lui, comme à lui dans son travail, qui se souvenait de choses antérieures qui lui étaient arrivées. Et je me suis souvenue de l'école primaire quand nous faisions les petits avions. Je ne sais pas si tout le monde a fait ces petits avions avec du contreplaqué et avec du papier paraffiné. Ces petits avions, moi je me suis souvenue de ça. Qu'on les faisait, on les faisait avec tant d'enthousiasme, il y avait de l'émulation. Il y avait de l'émulation pour savoir qui les faisait plus vite, qui finissait le plus vite, lequel volait le plus loin. Et ici aussi, il y a la compétition. Mais généralement, justement, ici, aussi bien Gabriel que César, je crois aussi que Fabienne est un peu dans le même cas, ils cherchent à faire des choses. Cela surgit de notre intérieur, et quand cela surgit de nous-mêmes, nous nous sentons très contents. Autrement dit, ce n'est pas que nous retenions ici quelqu'un qui a des difficultés.
C'est la personne, quand elle découvre qu'il y a des ressources, comme toi, Gabriel, ou comme César et Gustavo, la ressource de trouver un travail. Et notre idée, c'est que chacun fasse cette découverte et se mette en mouvement. Ce n'est pas forcé que ce soit le médecin qui décrète la sortie définitive. Je ne sais pas, bien sûr, en ce moment, je ne me sens pas sûre du tout quant à lui, parce qu'aujourd'hui, je voulais qu'il vienne, je lui ai dit, allons, commençons de nouveau, unissons la famille. Et il m'en coûte d'unir la famille, il m'en coûte de parler avec mes enfants.